Et bienvenue dans ce troisième épisode des experts Randstad. Les experts Randstad, c'est une série de webinaires imaginés par votre partenaire carrière. Vous le savez, dans chaque épisode, nous abordons une thématique, nous la développons ensemble. Et aujourd'hui, nous allons aborder, vous et nous, une thématique essentielle, celle des accidents du travail. On va tenter de comprendre en matière de coûts, de responsabilité, de prévention, quels sont les enjeux. Et pour commenter ce thème, nous accueillons Florence Ducombe, responsable du département gestion des risques professionnels au sein du groupe Randstad France. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Quant à moi, je suis Stéphane Lemonsu, journaliste, et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette série de webinaires pour déchiffrer et éclairer les contenus que nous aborderons. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez déchiffrer et commenter nos interventions par écrit, nous poser des questions, n'hésitez pas. Nous sélectionnerons quelques-unes de vos interrogations au cours de cette petite heure que nous allons passer ensemble. Alors, pour bien comprendre la thématique du jour, accident du travail, coûts, responsabilité, prévention, quels sont les enjeux? On va procéder par étapes et se pencher d'abord sur le cadre réglementaire. Alors, quand on parle d'accident du travail, de quoi parle-t-on exactement? On a sélectionné une petite définition non exhaustive, mais on va préciser et affiner ce contenu au fil du webinaire avec Florence. Qu'est-ce qu'un accident du travail? Quelle qu'en soit la cause, l'accident du travail est défini comme un événement survenu par le fait et au temps du travail, au bureau, à l'atelier, chantier, dans la rue, et affectant une personne salariée ou toute autre personne s'y trouvant pour des raisons professionnelles. Quels exemples peuvent concerner cette définition ou peuvent illustrer cette définition, Florence? On va trouver des exemples assez classiques du type une chute entraînant une fracture par exemple, ou un produit chimique entraînant une brûlure alors que le salarié était en train de réaliser son travail. Mais on peut aussi trouver en dehors des lésions corporelles au sens pur du terme, des lésions plus psychologiques, par exemple lors du braquage d'une banque. Un salarié n'est pas forcément blessé physiquement, toutefois il subit un choc psychologique, et ça aussi, ça fait partie de l'analysation des accidents du travail. En tout cas, on le voit, la définition du Code de la sécurité sociale est extrêmement large, et du coup, la jurisprudence a dû venir préciser un certain nombre de critères. Alors, ce qui nous intéresse, et on va le voir juste après, pour être reconnu comme tel, l'accident du travail doit répondre aux quatre critères suivants. Vous allez les commenter avec moi, Florence. L'accident du travail doit constituer un fait accidentel brusque et soudain. Pourquoi cet aspect-là? Alors, c'est ce qui va essentiellement faire la différence avec les maladies professionnelles. Voilà, c'est le point essentiel que l'on va retenir. Effectivement, il faut un fait qui soit daté et qui ne soit pas ce que l'on appelle à force de faire, etc., qui va relever plutôt de la maladie professionnelle. Donc, il doit constituer un fait accidentel brusque et soudain, survenir par le fait ou à l'occasion du travail, comme c'est noté, être daté avec précision, vous venez de le dire, et enfin, causer une lésion corporelle ou psychique. Vous Oui, tout à l'abordiez fait. précédemment. Il faut également un lien de causalité entre le travail et la lésion et ce qui est déclaré. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, les problématiques qu'on va retrouver en cas de malaise. Est-ce qu'un malaise est un accident du travail ou pas? Ben oui, si c'est un malaise dû à une installation sur un chantier, par exemple, oui. Et puis parfois, c'est une cause étrangère au travail. Donc, du coup, la caisse primaire va réaliser en règle générale une enquête pour en savoir plus. Mais effectivement, le fait accidentel, brusque et soudain, survenu au temps lieu du travail, avec la relation de causalité, il faut également un lien de subordination et une lésion corporelle qui soit médicalement constatée. C'est extrêmement important, on va y revenir. Deux types d'accidents du travail, c'est ce qu'on va voir sur notre écran juste après. C'est ceux qu'on a sélectionnés, mais pour encore une fois essayer d'être le plus clair possible dans nos explications aujourd'hui. Deux types d'accidents du travail sur le lieu de travail. Alors par exemple, un vendeur se coupe profondément en ouvrant un carton avec un ciseau, ou sur le trajet, le salarié trébuche et tombe sur le lieu du repas à l'occasion de sa pause déjeuner. On se concentre aujourd'hui, on le précise, sur la partie accident du travail pur, pas forcément les trajets liés à une mission, Florence. Oui, les accidents de travail
d'abord, et les accidents de trajet sont établis sur les mêmes déclarations. Mais juridiquement, ce sont deux notions qui sont légèrement séparées. Donc effectivement, sur les trajets, on le voit, hein, vous avez sourcé sur Amélie, c'est le site de la caisse primaire qui est bien fait, mais les accidents de trajet, c'est moins binaire que ça, c'est beaucoup plus complexe. On va aller vérifier, par exemple, s'il y a un accident sur un parking, est-ce qu'il s'agit d'un parking privé à l'entreprise, est-ce qu'il s'agit d'un parking privé, et du coup, en gros, en résumé, c'est un accident qui survient alors qu'on va à son travail, et lorsqu'on va et que l'on revient de sa pause déjeuner, après il y a des cas beaucoup plus complexes. Le covoiturage est également par exemple un accident de trajet, puisque on encourage le covoiturage aujourd'hui, et tout le reste c'est un accident de travail, et donc un accident de mission par rapport à votre question sur un commercial qui serait entre deux rendez-vous clients, et bien un accident du travail au Il est sens sur son lieu de travail. il est sur son lieu de travail alors même qu'il est dans la rue enfin, en allant chez ses clients par exemple. Voilà. Alors, que se passe-t-il lors d'un accident du travail? Le salarié, hein, du régime général, en CDD, en CDI, les intérimaires voient leur contrat suspendu. On va le lire sur l'écran qui arrive. La reconnaissance, telle qu'on l'a décrite juste avant, va ensuite ouvrir droit à des indemnités. Si arrêt de travail, des indemnités versées par la sécurité sociale et des indemnités complémentaires éventuellement versées par l'employeur et ou l'assureur. Et si incapacité permanente de travail, indemnisation spécifique et indemnisation complémentaire vont être versées si votre employeur a commis une faute importante à l'origine du dommage. Hein. Je vous laisse préciser là aussi, Florence. Oui, déjà une petite précision, même si un accident ne génère pas d'arrêt de travail et qu'il ne génère que des soins, c'est quand même un accident du travail. Par exemple, si on va juste chez le médecin pour avoir des séances de kiné, par exemple, c'est quand même un accident du travail. L'autre chose qui est à préciser, c'est qu'on est ici sur un principe de responsabilité sans faute, c'est-à-dire que le salarié va être indemnisé même s'il n'y a pas de faute réellement de l'employeur. Les fautes, on les verra tout à l'heure. Il y a une indemnisation complémentaire et on le voit également ici. Et sur un taux d'incapacité, une précision, lorsqu'un taux d'incapacité permanente partielle, donc c'est un taux qui est attribué par la caisse primaire à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle d'ailleurs, et qu'il est supérieur à 10%, ce taux, alors le salarié bénéficie du statut de travailleur handicapé. Donc, on considère alors que l'accident dont il a été victime est un accident dit grave. Voilà. Et il est important de rappeler que les démarches doivent être suivies, doivent être déclenchées au bon moment, les démarches administratives. C'est important parce que tant du côté de l'employeur que du salarié et vis-à-vis de l'assurance maladie, ça va permettre la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ça va permettre aussi le déclenchement de la prise en charge des soins que vous évoquiez, même s'il n'y a pas forcément d'arrêt de travail. Tout à fait. Et on va voir ce que déclenche un accident tel qu'on l'a cerné, un peu défini avec ces premières interventions. Un accident du travail, ça génère un millefeuille administratif, hein, ni plus ni moins, Florence, parce qu'il faut déclarer l'accident à son employeur, auprès de la sécurité sociale. On va commenter ce schéma qui est très complexe. Qu'est-ce Je qui vais se passe du reprendre votre côté du… question, mais effectivement, c'est un vrai millefeuille. Le salarié, lorsqu'il a un accident, il doit déclarer immédiatement cet accident à son employeur. Il doit en parallèle aller chez son médecin pour faire établir une constatation médicale des lésions dont on a parlé tout à l'heure. L'employeur, quant à lui, devra donner à son salarié une feuille d'accident du travail pour lui permettre de bénéficier du tiers payant et bénéficier de la gratuité des soins. Et en parallèle, envoyer la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie, déclaration sur laquelle, sur la base des critères que l'on avait tout à l'heure, il pourra émettre des réserves s'il le souhaite, s'il n'est pas d'accord avec, s'il a des doutes sur la réalité de l'accident, par exemple, sur la base des critères que l'on a vu tout à l'heure. Il aura un délai de 10 jours alors à ce moment-là pour émettre des réserves. Et s'il y a un arrêt de travail, il devra également envoyer une attestation de salaire à la caisse primaire pour l'indemnisation du salarié. La caisse primaire, elle a le pouvoir de décision. C'est elle qui décide de tout et elle peut faire une instruction, pardon, pas elle doit justement, elle peut faire une instruction lorsqu'elle le souhaite et elle doit le faire uniquement en cas d'accident mortel, systématiquement, ou de réserve motivée et juridiquement valable émise par l'employeur. Je dis juridiquement valable parce que il y a des cas où, par exemple, un employeur qui va émettre des réserves sur le non-port de chaussures de sécurité d'un salarié qui se serait blessé,
ne sont pas des réserves valables puisque là, l'employeur est 100% responsable du port des équipements de protection individuelle de leurs salariés. Donc, la caisse primaire ne va pas réaliser d'enquête si les réserves ne sont pas valables. Ensuite, la caisse primaire va instruire, elle a 3 mois si elle fait une enquête pour décider si oui ou non c'est un accident de travail. Et si oui, elle dit oui, c'est un accident de travail, alors elle va envoyer les éléments à la CARSAT. Au préalable, lorsqu'elle aura reçu la déclaration d'accident de travail, j'ai oublié de le dire, mais elle va envoyer un exemplaire au service prévention de la CARSAT et également un exemplaire au service de l'inspection du travail qui, eux, vont vérifier le respect de la prévention en entreprise. Voilà, c'est pas le rôle de la caisse primaire, ce sont le rôle de ces organismes. Vous pouvez Et ensuite, nous repréciser ce qu'est la CARSAT, Florence, alors la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, que tout le monde soit d'accord. en Ile-de-France, ça s'appelle CRAM encore, Caisse régionale d'assurance maladie, donc la CRAMIF. Sinon, toutes les autres ont changé de nom. Il en existe 16 en France. Et là, on va Une s'adresser au fois qu'elle est service. saisie, la CARSAT, voilà, C'est qu'est-ce le qu'elle... service tarification qui va prendre en compte ces éléments que lui envoie la caisse primaire et elle va établir le détail de la facture qu'on appelle un compte employeur. Et la base de ce compte employeur, c'est la liste nominative des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont été reconnues par la caisse primaire. Ça va servir de base au calcul du taux AT, on va y revenir dessus. Ce taux va être envoyé à l'employeur et l'employeur va payer ce taux à l'URSSAF. C'est une cotisation sociale classique. C'est une charge patronale exclusive et qui est variable chaque année en fonction des résultats de l'entreprise et de différents critères dont nous allons parler. Alors, l'effet domino va encore plus loin, puisque ça peut, une fois qu'on a ces taux et qu'on a effectivement informé l'employeur, il peut y avoir aussi comment ça s'appelle, des actions qui sont qui sont mises en œuvre auprès de l'inspection du travail, notamment, ou dans le domaine de la prévention. Évidemment, il y a la partie administrative, la partie financière, la partie médicale, mais il y a également la partie prévention, puisque la prévention ayant entre guillemets échoué puisque l'accident a eu lieu, l'idée est de venir voir quelles sont les actions à mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. Voilà. Donc la prévention revient au centre et du coup de nombreux conseils peuvent être donnés là-dessus, mais de la même manière que financièrement l'entreprise doit vérifier ses comptes, ses factures, etc. Parce que les taux AT qui sont demandés donnent souvent lieu à des contestations. Les taux AT, les taux accidents du travail, les taux de cotisation, ils subissent un décalage dans le temps, il faut peut-être déjà le préciser. Alors oui, c'est important, c'est-à-dire que là, nous sommes en 2021. Les accidents de 2021 seront payés à partir de 2023 et ce pendant 3 ans. Donc en 2023, 2024 et 2025. Ils serviront de base au calcul du taux à ce moment-là. C'est-à-dire que en 2021, notre taux 2021, nous le calcul que la CARSAT a réalisé est sur la base des accidents de 2019, 2018 et 2017. Donc voilà, donc à partir du 1er janvier 2002, vous faites vos calculs, mais c'est toujours N-2 et pendant 3 ans. Voilà, c'est très important puisque le temps de la finance n'est pas le même que celui de la prévention. En 2021, vous calculez votre taux de fréquence et votre taux de gravité de 2021 avec les éléments de 2021, alors que le taux AT est calculé sur les éléments du passé. Donc c'est vraiment important ce décalage. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comparer réellement, mais des éléments qu'il faut suivre dans ces états dans ces indicateurs de tableau de bord de la prévention, au même titre qu'un taux de fréquence par exemple. C'est très important de suivre son taux AT. On a une question. Le non-port des chaussures de sécurité ne constitue pas une réserve car le port. Alors attendez, parce que j'ai du mal à. Juridiquement Voilà. valable. Je vous relis ça. Alors, le non-port des chaussures de sécurité ne constitue pas une réserve car il est de la responsabilité de l'employeur. En revanche, si l'employeur est en capacité de prouver que des rappels ont été faits aux salariés, est-ce que cela peut constituer une réserve? Alors oui, dans ce cas exceptionnel, oui. Toutefois, c'est extrêmement compliqué pour un employeur de le prouver. C'est-à-dire que le pouvoir disciplinaire, alors j'allais en parler tout à l'heure, mais dans le cadre de la responsabilité que nous allons aborder après, mais bon, vu que la question est survenue, je vais l'aborder. Dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur est tout à fait en capacité de pouvoir faire des rappels à ses salariés, de les obliger à porter ces équipements de protection. De la même manière que vous,
Si ce matin vous étiez allé à la piscine, vous seriez habillé en maillot de bain, et en maillot de bain à la piscine, vous ne pouvez pas arriver avec n'importe quel maillot, sinon vous ne rentrez pas. Ben, pareil pour un employeur, lorsqu'il reçoit ses salariés et qu'ils doivent travailler, il faut mettre des équipements adaptés au travail que l'on va réaliser. On ne peut pas venir comme on est dans la vie de tous les jours. Alors ça dépend des métiers évidemment, si on est dans le tertiaire ou du BTP ou de la logistique ou de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire a parfaitement réussi ça. Les équipements de protection sont bien mieux portés qu'il y a quelques décennies maintenant, mais c'est toujours difficile. Et si un salarié décide de rompre cette chaîne et que vous l'avez déjà sanctionné et que c'est le seul à le faire et que vous pouvez montrer que la hiérarchie est exemplaire et avec une tolérance zéro sur le sujet, ça va. Mais si c'est une habitude de vos salariés et qu'on ferme les yeux, ça n'ira pas, et du coup, Et c'est très évidemment, difficile. vous le Mais ça disiez, existe, Florence, on reviendra tout à l'heure. on y reviendra dessus. On est quelque part dans un cas particulier de Ça. non-respect donc des règles, en tout cas communes. Bien souvent, Merci, c'est un cas isolé dans l'entreprise, et c'est pour voilà. ça que la primaire. Merci Charlotte pour cette question. C'est Charlotte qui nous a posé cette question. En revanche, ce qui est important de voir, c'est que ces démarches-là qui sont activées pour le salarié, pour l'employeur, génèrent tout un tas il y a un effet domino dans la prise en charge ou non de l'accident du travail. On va aller sur le cas particulier, le cas spécifique de l'intérimaire par rapport au CDD et CDI. Lui, quelle est la différence pour l'intérimaire? Je vous laisse commenter en tant qu'expert justement du travail temporaire. Alors, il y a une particularité du salarié intérimaire, c'est que son employeur légal, c'est l'entreprise de travail temporaire, mais l'accident qu'il a est subi au sein d'une entreprise qui est son entreprise utilisatrice, qui lui est substituée dans la direction. Il doit prévenir ces deux employeurs en fait, en réalité. Et l'entreprise utilisatrice, elle, doit établir ce que l'on appelle une information préalable à la déclaration d'action de travail et l'envoyer en 3 exemplaires, toujours pareil. 1 à l'agence d'intérim, 2 à l'inspection du travail, 3 au service prévention de la CARSAT. Vous remarquerez qu'il y a une anomalie flagrante, c'est que il n'y a pas cette information préalable qui est envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie, alors que c'est elle seule qui dispose du pouvoir de décision, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et l'employeur légal, qui est l'agence d'intérim, établira la déclaration d'accident de travail. Tout le reste, la partie décision, instruction, les délais, les CARSAT, la prévention, etc., sont les mêmes pour un intérimaire que pour un CDD ou un CDI. Il n'y a aucune C'est pour différence. ça qu'on n'a pas reproduit le reste du schéma, mais il est important de répéter, puisqu'on l'a vu dans le précédent webinaire que nous organisions des experts Randstad, un intérimaire est sous contrat avec une agence, une entreprise de travail temporaire, et il est ensuite utilisé par une entreprise, mais la personne l'entité qui a sa responsabilité, c'est sur le plan administratif d'abord l'entreprise de travail temporaire et ensuite l'entreprise utilisatrice. On est d'accord, hein, Florence? Exactement, c'est le même principe, et il n'y a que en cas de difficulté judiciaire que l'entreprise utilisatrice revient au premier plan, comme on va le voir. Mais sinon, la base, effectivement, c'est tout ça. D'où ces deux démarches auprès des deux entités telles que vous venez de le décrire, et c'est important. Et on reviendra là aussi sur les spécificités liées à l'emploi temporaire. Alors, que perçoit un salarié en accident du travail? On va le voir juste après dans la partie qui concerne les aspects financiers. Ça, c'est toujours la partie qui fâche. Et on avait envie d'aborder de façon assez sereine, à la fois pour les salariés et pour réexpliquer, remontrer ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils sont dans cette situation particulière d'accident du travail, mais aussi pour les employeurs qui nous regardent aujourd'hui et qui se posent toute une série de questions. Alors, que perçoit un salarié en accident du travail? Des prestations nature qui concernent les remboursements des soins. Hein. On l'a vu juste avant, qu'il y a arrêt ou pas, les frais médicaux, frais de pharmacie, frais d'hospitalisation, 100% du tarif fixé par la sécurité sociale. Et ça peut être aussi des prestations en espèces. Alors, dans le cadre d'un taux d'incapacité élevé, capital ou rente, en cas de séquelles déterminées par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, rente pour les ayants droit des accidents du travail ou des maladies professionnelles mortelles.
Et puis, versement d'indemnités journalières, ça, on va dire que c'est le cas un peu plus classique, voilà, moins grave, par la CPAM pour compenser la perte de revenus SIARE, un montant des indemnités journalières qui est calculé à partir du salaire journalier de référence dans la limite du gain journalier net. Alors, ce dernier varie selon la périodicité de la rémunération salariale. Et ce qui est important de retenir, si vous ne l'avez pas expérimenté, mais certains d'entre vous le savent, c'est que les indemnités journalières sont majorées au fil du temps avec une limite qui concerne les 28 premiers jours et ensuite, au-delà, une majoration qui augmente. Florence, un petit point sur ça, peut-être, concernant les incapacités. Une précision, on n'a pas évoqué ici les compléments de salaire versés par l'employeur parce qu'il existe pléthore de calculs différents. Une petite précision peut-être sur les taux d'incapacité, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai pas précisé tout à fait ce que c'était. Ce sont des taux qui sont attribués par la caisse primaire en cas de séquelles subies par un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. C'est le médecin conseil de la caisse primaire qui les évalue. Et suite à la consolidation, c'est-à-dire la stabilisation médicale du salarié, et non à sa guérison, qui serait un retour à l'état antérieur. Et donc, la subsistance de séquelles donne une indemnisation complémentaire. Et une petite précision, le salarié va toucher un capital lorsque ce taux d'incapacité est inférieur à 10%, et il va toucher une rente viagère lorsque ce taux est supérieur ou égal à 10%. J'ai souvent la question, alors je vais l'anticiper, de savoir s'il y a une limite maximale du taux d'incapacité. Oui, il y en a une, c'est 100%. Bon, en 100%, le salarié n'est pas dans un très bon état physique, comme vous pouvez l'imaginer. Ce qui est intéressant, et on a commencé à l'effleurer, c'est que chaque cas est particulier, chaque cas est spécifique, ne serait-ce que par les spécificités liées au type d'emploi, au type d'activité, aux quatre éléments qui vont conditionner la reconnaissance, on le disait tout à l'heure, le moment où l'accident intervient, etc., etc. Donc, encore une fois, on est dans des cas généraux et petit à petit, on apporte ces précisions, mais chaque accident du travail va être traité individuellement. Que paie l'employeur? On a vu ce que perçoit le salarié et il nous semblait important, et j'imagine à vous aussi qui nous regardez aujourd'hui, de savoir ce que paie l'employeur. Alors, cela va dépendre de la typologie de l'entreprise. Il y a 3 modes de tarification selon l'effectif de l'entreprise. On va y aller crescendo. D'abord, les petites entreprises de moins de 20 salariés, eh bien, leur taux de cotisation dépend uniquement du nombre de sinistres survenus dans votre secteur d'activité. Et ce taux qui vous concerne s'appelle un taux collectif. On l'appelle le taux collectif et il s'applique à toutes les entreprises d'un même secteur d'activité. Florence, vous voulez faire une petite précision? Oui, ce Pas qui est important, nécessairement. c'est que le taux de cotisation accident du travail est un moyen incitatif à la prévention. Et donc, effectivement, il existe 3 modes de tarification. On va les voir tous les 3. Et comme c'est un moyen incitatif, il y a eu une réforme du taux collectif pour les entreprises de plus de 10 salariés à partir du 1er janvier 2022. Vous pourrez voir une majoration de ce taux collectif si vous avez chaque année sur votre compte employeur pendant les 3 ans qui servent de base au calcul, au moins un accident avec arrêt de travail. Alors en réalité, le taux collectif est un taux qui est fixé sur la base d'un taux national relevant du secteur d'activité de l'entreprise. Alors, il y a 2 classifications, on va s'en servir pour après, donc je vais les expliquer. Il y a 2 classifications en termes de la CARSAT qui sont importantes. La première, c'est une classification d'activité générale, donc appelée CTN, Comité technique national, à laquelle est classée chaque entreprise. Et ensuite, selon son activité très précise, la CARSAT, donc, va lui attribuer ce qu'on appelle un code risque. Il en existe plus de 200 en France, et à chaque code risque, il y a un arrêté ministériel qui, chaque année, va venir fixer un taux collectif moyen de la branche d'activité. Si on résume, c'est à peu près ça. Et le taux collectif peut être attribué également dans un autre cas. Vous l'avez compris, les 3 premières années, lorsque on crée un établissement, comme on n'a pas de base de calcul N-2, N-3, N-4, donc du coup, on bénéficie aussi du taux collectif. Voilà. C'est complexe, on le voit à chaque fois, il s'est très codifié par le cadre réglementaire. Donc,
on revient à ce que paie l'employeur, ça va dépendre de la typologie de l'entreprise. Les entreprises de moins de 20 salariés vont être assujetties à ce taux de cotisation qui dépend uniquement du nombre de sinistres survenus dans le secteur d'activité, c'est le taux collectif. On va passer à la deuxième typologie d'entreprise que l'on aborde aujourd'hui. Les entreprises qui ont un effectif entre 20 et 149 salariés, qui ont un taux mixte qui varie entre le taux collectif qui concerne les entreprises de moins de 20 salariés et le taux individuel qui est pour les entreprises de plus 150 salariés. Voilà les trois typologies d'entreprises. Donc ce taux mixte, il est fixé et il dépend à la fois du nombre d'accidents, du nombre de sinistres survenus dans votre secteur d'activité et dans votre entreprise. C'est ça, Florence. C'est un mix. C'est exactement ça. C'est un taux qui est calculé, celui-là, contrairement au taux collectif de tout à l'heure, qui est un taux fixé par arrêté. Celui-là, il est calculé, il est indexé en partie sur le taux collectif que nous allons de voir et en partie sur la partie individuelle des réels accidents ou maladies professionnelles survenus au sein de votre entreprise. Et nous allons détailler le calcul sur le taux individuel. Mais voilà, c'est un mix des deux. Et évidemment, plus on se rapproche des 150 salariés, plus la partie individuelle est importante et moins, voilà. Voilà, plus le nombre de salariés de votre entreprise est élevé, plus le taux de cotisation dépend de la sinistralité de votre entreprise, plus on se rapproche donc de ce qu'on appelle le taux individuel que l'on va voir juste après. Et moins le nombre de salariés de votre entreprise est élevé, plus le taux de cotisation dépend de la sinistralité du secteur d'activité de votre entreprise, comme c'était le cas pour le taux collectif que l'on a vu précédemment. Donc, on va passer rapidement au slide suivant pour voir ce que l'on abordait déjà. Effectivement, au-delà de 150 salariés, le taux de cotisation dépend uniquement du nombre de sinistres survenus dans votre entreprise. Et ça, c'est la particularité. Il y a des distinguos effectués au-delà de ces trois catégories avec certaines régions de France. Alors, en fait, les particularités liées au TOAT sont telles que nous ne pouvons même pas toutes les lister dans un webinaire qui dure 1 heure. On n'aurait pas le temps. Voilà, il y a des spécificités si vous habitez en Alsace-Moselle. Donc, les seuils, par exemple, du taux collectif, c'est jusqu'à 50 salariés et non pas 20 salariés. Il y a des spécificités de paiement aussi. Vous payez un taux unique régional lorsque vous habitez en Alsace-Moselle. Il y a des spécificités si vous êtes une entreprise de BTP en France. Vous payez un taux unique national. Si vous êtes une entreprise BTP en Alsace-Moselle, c'est encore des seuils différents. Si vous êtes une entreprise avec par exemple beaucoup de temps partiel, comme le nettoyage de locaux, par exemple, vous pouvez bénéficier d'abattement. Si vous êtes à moins de 50 salariés, vous pouvez bénéficier d'aide financière de la CARSAT. Il peut y avoir des ristournes, des majorations. Lorsque vous êtes une entreprise, n'importe quel effectif, et que vous ne respectez pas les règles d'hygiène et de sécurité, la CARSAT, le service prévention, peut venir vous donner une injonction à réaliser les actions en conformité et si vous ne les réalisez pas, venir apporter une majoration de votre taux AT. Enfin, il y a pléthore de spécificités de taux. Il faut vraiment se faire accompagner par des spécialistes et notamment des spécialistes, notamment des avocats en code de la sécurité sociale, je précise, parce que si ce n'est pas un spécialiste en sécurité sociale, vous allez avoir du mal parce que le code du travail n'aborde absolument pas tous ces aspects-là. Donc, faites-vous bien accompagner. En tout cas, peut-être juste sur le calcul de ce taux, je ne vais pas faire la liste à la Prévert des spécificités, il y en aurait encore bien d'autres. C'est basé sur le compte employeur dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la liste nominative des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles. Ensuite, sur la gravité de ces accidents, donc on est indexé en fonction du nombre de jours d'arrêt, du taux d'IPP, on va le voir juste après, mais c'est surtout que même si vous n'avez pas d'accident, vous payez quand même un taux de cotisation. Voilà. C'est important de le dire. Obligatoire. C'est une cotisation obligatoire qu'il y ait accident ou pas. Ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes en taux individuel et que vous n'avez aucun accident, vous payerez au moins une autre partie dont je n'ai pas parlé et qui compose le calcul du taux, qui sont les 4 majorations forfaitaires. Les accidents de trajet, par exemple, la pénibilité, les charges de solidarité, certaines maladies professionnelles imputées à des comptes spéciaux, enfin bref, il y a un certain nombre de charges qui sont des charges
elles sont mutualisées, ce qu'on va appeler le pot commun. Et du coup, même si un employeur n'a pas d'accident, il va quand même participer au paiement de ces charges-là. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Il y a également dans le calcul des règles d'écrêtement pour limiter les fluctuations de taux d'une année sur l'autre lorsqu'une C'est une entreprise a... formule savante qu'on s'est autorisé à ne pas noter aujourd'hui parce qu'elle était un petit peu trop complexe. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il vaut mieux être accompagné sur ce genre de questions. On va se pencher sur le cas du compte. Juste une petite précision sur le taux obligatoire. Comme, en 2021, par exemple, ça représente 0,70 de masse salariale. Donc, c'est pas négligeable hein, quand même, hein, les charges générales. Voilà. Florence, dans le cadre du contrat intérimaire que l'on abordait tout à l'heure, c'est le point suivant que l'on voulait mettre en lumière aujourd'hui. Que se passe-t-il en termes de répartition des coûts? Eh bien, le coût est réparti entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise de travail temporaire. Hein, comme on le disait tout à l'heure, le salarié est sous contrat avec l'entreprise de travail temporaire. Il est substitué, prêté à une entreprise d'accueil. Et donc, cela va amener une répartition des coûts telle qu'on la voit à l'écran. Exactement. Alors, on a là pour habitude d'entendre qu'il y a un partage des coûts entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Comme on le voit, le partage n'est pas tout à fait très équitable, mais il a le mérite d'exister, puisque c'est l'entreprise de travail temporaire, l'employeur légal, qui paye l'ensemble des arrêts de travail dont on a parlé tout à l'heure. Quant aux IPP, s'il est inférieur à 10, c'est l'entreprise de travail temporaire, et s'il est supérieur ou égal à 10, ou dans le cas des accidents mortels, c'est un partage qui est 2 tiers pour l'entreprise de travail temporaire, 1 tiers pour l'entreprise utilisatrice. Ce système du 2 tiers, 1 tiers existe depuis 1992, et c'est pour inciter les entreprises utilisatrices à faire plus attention à la prévention des intérimaires en leur faisant payer une partie des accidents, pardon, considérés les plus graves. Voilà. Alors, jusqu'ici, on a regardé à quoi correspondait l'accident du travail, le millefeuille administratif, ce que ça génère pour le salarié et ce que cela coûte, enfin, quel est le taux de cotisation pour les employeurs. Mais maintenant, on va regarder ce que ça coûte réellement sur le tableau suivant qui, de prime abord, a l'air assez complexe. Mais si on le regarde un petit peu dans le détail, il est facile à comprendre. Vous le voyez, sur la gauche, vous avez les lignes qui correspondent en fait au secteur d'activité dans lequel vous pouvez être réparti selon vos métiers, la métallurgie, le BTP, les transports, etc. Et les colonnes correspondent d'une part, vous voyez, il y a des colonnes bleu clair et des colonnes bleu ciel, on va dire, les sinistres avec arrêt de travail et les sinistres avec incapacité complètement à droite. On a sélectionné 2 cas pour vous expliquer. Sur la première ligne, dans le cadre, par exemple, d'un accident qui interviendrait dans le domaine voilà, d'activité de la métallurgie et qui générerait un arrêt du travail supérieur à 150 jours pour un salarié, le coût serait, Florence, je vous laisse le dire, il est énorme ce coût. Il est de plus de 37 000 euros. C'est un coût forfaitaire. Alors, je précise, ce n'est pas ce que touche le salarié. C'est bien l'imputation que puisque c'est exprimé en euros, hein, l'imputation que l'employeur va avoir sur son compte employeur. C'est un forfait, comme son nom l'indique. Ces forfaits sont révisés chaque année. Mais si l'on prend cet exemple-là, on va trouver, je ne sais pas, l'exemple d'une personne qui serait tombée et même d'une petite hauteur, et il n'y a pas de limite de hauteur, et qui aurait une fracture de la jambe, par exemple, on va se retrouver, c'est 5 mois d'arrêt. Hein. Et on le voit qu'il y ait 5 mois d'arrêt ou 2 ans d'arrêt, pour l'employeur, c'est la même chose sur le coût direct. On n'a pas parlé des coûts indirects, hein, qui sont très importants aussi. En revanche, imaginez que ce même salarié qui chute devient paraplégique et, par exemple, bénéficie d'un taux d'incapacité de 80%, alors on va passer à 675 000 euros C'est le d'imputé. deuxième C'est la cadre dernière jaune, colonne. voilà, tout au Exactement. Si on bout fait le du pendant, tableau. c'est ce qu'on a mis en jaune pour vous le mettre en évidence. Mais voilà comment ça se lit. Les lignes, c'est pour le secteur d'activité. Les colonnes, c'est pour la gravité des accidents. Et vous voyez, quand vous êtes une entreprise utilisatrice, vous payez 1 tiers des 3 dernières colonnes, donc IP2, IP3, IP4, pour les IPP supérieurs à 10. Tout le reste est payé par l'entreprise de travail temporaire. Évidemment, sauf si les responsabilités sont engagées, mais ça, on le verra tout à l'heure.
Alors, l'idée n'est pas de faire peur, mais de bien montrer la réalité des forfaits qui concernent les accidents du travail et la complexité de tous ces dispositifs. Je pourrais rajouter On, juste que les rechutes, par exemple, vous ne les voyez pas sur votre compte employeur et souvent les gens disent mais on les paye pas. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est que leur coût est calculé, pardon, pris en compte pour le calcul de ces forfaits que vous voyez à l'écran. Ce forfait-là, donc c'est l'arrêté de 2020, celui de 2021 n'est pas encore sorti. C'est une liste exhaustive, hein. Il n'existe pas d'autres coûts et c'est le même pour l'ensemble de la France, y compris du BTP, etc., comme vous le voyez. Quoi qu'il en soit, avant de passer aux chiffres pour comprendre les accidents du travail, il faut savoir que il faut s'inscrire sur netentreprise.fr. On a un compte dématérialisé quand on est en employeur pour pouvoir suivre son tableau de bord, comprendre où on en est. Je pense que c'est le slide suivant qui va apparaître très rapidement. Oui, c'est Voilà, on ouvre son compte. important, Avant, ça permet de suivre ses comptes en temps réel. Et ça, c'est très important, d'autant plus dans le cadre de suivi dont je parlais tout à l'heure, du suivi des tableaux de bord, mais aussi du suivi de la vérification. C'est vraiment un point important. Je rappelle juste que un employeur a 2 mois seulement pour contester les décisions des caisses primaires ou des CARSAT en matière de taux AT. Et du coup, il faut réagir assez vite. Et c'est vrai que le fait de pouvoir suivre en temps réel, permet d'être très actif et y compris de réagir en matière de prévention. Et voilà, faites-le parce que chaque année, c'est plus de 200 millions d'euros qui sont remboursés aux employeurs suite à des erreurs de tarification notamment ou de décision sur les accidents du travail. Donc faites-le. on entre dans la partie 4 de ce webinaire qui concerne les chiffres pour bien comprendre les accidents du travail. Rapidement, parce qu'on ne va pas faire un cours sur les accidents, mais on va les voir s'afficher à l'écran. Aujourd'hui, les accidents du travail et de trajet reconnus en 2019, on s'est arrêté avant la crise, hein. Et puis il y a un décalage dans le temps. Donc, ce sont les derniers chiffres qui avaient été publiés par Oui. l'assurance, par la sécurité sociale. 655 715 accidents du travail en 2019 recensés, 99 000 accidents du travail. Ce qui est important, c'est que la fréquence, on le voit en bas, des accidents du travail est historiquement basse. Elle concerne 33,5 accidents du travail pour 1000 salariés. Les principales causes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 50% sont dues à des manutentions. Et puis, ce que l'on voulait souligner, nous, c'est que, comme par hasard, dans le détail, les accidents du travail, c'est pour 36% les charges de la branche accident du travail concernent l'incapacité permanente et pour 29% concernent les indemnités journalières. Ce qui pèse le plus sur les caisses, on va dire, c'est effectivement ce que l'on soulignait tout à l'heure, les incapacités permanentes, les indemnités journalières. On a 2,2 millions d'établissements en France qui cotisent à l'assurance accident du travail. C'est important. Quand vous êtes employeur, sachez que vous n'êtes pas seul et que ça concerne aussi 19 millions de salariés. On avance sur ce webinaire. Une petite précision aussi, Florence, c'est que tous les secteurs sont concernés par les accidents du travail. On va le voir sur je l'espère, un prochain camembert. Alors là, effectivement, c'est ce que j'abordais tout à l'heure, c'est que les accidents du travail n'ont pas progressé dans le temps, ce qui veut dire que quelque part, peut-être, les dispositifs que l'on verra ensemble d'accompagnement permettent de stabiliser les problèmes, les accidents qui peuvent intervenir sur le lieu du travail. Et on va voir juste après le fait que tous les secteurs sont concernés par les accidents du travail. Et qu'il est important de mettre en œuvre des démarches, Florence, pour éviter les accidents du travail finalement. Puisqu'il n'y a pas un métier, il n'y a pas une activité qui n'est pas concernée. Alors oui, effectivement, on peut voir que toutes les activités de toutes les entreprises sont concernées, même si les champions en la matière restent l'intérim, le BTP, la logistique, enfin, c'est assez classique. Nous sommes en novembre 2021, nous allons fêter les 20 ans du document unique. Ça fait partie du BABA
de la prévention à faire, mais vous l'avez dit, les accidents sont bas, mais stagnent. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, vous en avez tous entendu parler, le 2 août 2021, ont sorti une nouvelle loi concernant la prévention, la santé et la sécurité au travail, qui comporte des aspects pour les salariés, les employeurs, les services de santé au travail. 43 décrets d'application sont en attente pour mettre en œuvre cette nouvelle loi qui devrait être, qui va commencer en avril 2022 et être déclinée jusqu'en 2024. Donc, on aura largement l'occasion d'en reparler. Mais c'est un des effets pour booster justement la prévention dans les entreprises pour essayer d'avoir une nouvelle diminution et passer un nouveau cap et un nouveau palier. Et on va voir un témoignage justement sur la prévention, l'accompagnement, les dispositifs à mettre en œuvre pour éviter les accidents du travail. Un témoignage de Jérémy Jougla que nous sommes allés rencontrer et qui est chef de projet chez Randstad Rismart. Bonjour Jérémy, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, bonjour Mélanie, je m'appelle Jérémy Jougla, je suis chef de projet pour le cabinet Randstad Rismart qui fait partie du groupe Randstad et j'interviens dans les thématiques vie au travail qui va incorporer la dimension prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la prévention des risques psychosociaux et l'implémentation de politiques de qualité de vie au travail. Selon toi, quelles sont les clés de la prévention ? Alors les clés de la prévention passent d'abord par une lecture globale de la chose, c'est-à-dire qu'il faut impérativement considérer la prévention comme un investissement à long terme pour l'entreprise. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation, il s'agit de prendre soin de son capital humain. Donc bien souvent, ça va passer bien évidemment par une sensibilisation des collaborateurs aux règles et obligations en matière de santé et sécurité, aux bonnes attitudes à avoir. Ce n'est pas nécessairement suffisant, il faut aussi un management qui va être exemplaire, impliqué dans le processus prévention, et participatif, c'est-à-dire chercher à obtenir à la fois l'adhésion des collaborateurs, mais aussi à solliciter leurs propositions d'amélioration. Mais ça ne suffit pas. Il faut également une organisation prévention structurée, organisée, qui s'inscrive dans une boucle d'amélioration continue. Ça nécessite également une organisation du travail adaptée. Ça fait partie des principes de prévention et on l'oublie trop souvent. L'organisation du travail doit être adaptée à l'homme. Et c'est cette organisation qui soit peut générer des risques, soit les restreindre. Et enfin, plus globalement, il faut une culture prévention, c'est-à-dire un système de valeurs qui s'intègre dans les valeurs communes de l'entreprise, qui laissent leur place à la prévention, qui du coup va induire des comportements recherchés en la matière. Si tu étais à la place d'un employeur, quels sont les dispositifs à mettre en place ? Tout d'abord, prendre garde aux biais de perception qu'on peut avoir. Bien souvent, quand on va dans les entreprises, on nous dit il y a de mauvais comportements dans l'entreprise, mes accidents du travail sont dus à de mauvais comportements. Donc c'est vrai la plupart du temps, mais ce n'est pas la cause unique et essentielle du système de prévention. Donc il faut bien avoir les idées larges et ouvertes en matière de mise en place d'une politique de prévention. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir une lecture aussi participative et impliquante, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place une instance avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, le service prévention, des managers, qu'on va appeler des concepteurs d'organisation, des salariés qui vont utiliser cette organisation et aussi bien évidemment les représentants du personnel qui vont apporter leur lecture sociale du projet. Ensuite, ça va passer par un diagnostic nécessaire afin d'identifier les points forts de cette organisation, mais aussi les points de progrès. Et c'est derrière ces points de progrès qu'il faudra placer des enjeux qu'on va ensuite classer par ordre de priorité. Et ce sera à cette instance de proposer des actions pour remédier, proposer des actions et remédier aux problématiques soulevées. Bien évidemment, ça passe par une évaluation scrupuleuse des risques physiques, mais aussi risques psychosociaux, puisque les risques psychosociaux peuvent aussi entraîner de l'absentéisme, des accidents du travail et générer du stress.
Et merci à Jérémy Jougla pour ces précisions. Responsabilité juridique, prévention, soyez accompagnés. Ça répond, ça fait écho à ce que disait Jérémy Jougla. On l'a vu. On va vous le noter à l'écran, les différents enjeux suite à un accident du travail. Vous l'avez compris, ils sont à la fois humains, ils sont financiers et ils sont juridiques, hein, Florence. Oui, tout à fait. Alors, sur les enjeux humains, d'abord, il ne faut pas oublier en premier lieu qu'il y a une victime d'un accident, mais également qu'il a un entourage, c'est-à-dire une famille. Il y a également un impact sur les collègues de travail. Plus l'accident est grave, plus il est impressionnant, plus l'impact sera important également. Et puis, il y a tout l'entourage de l'entreprise, bien évidemment. Donc, la partie enjeu humain est vraiment une partie qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on parle beaucoup d'argent, de responsabilité, mais vraiment, en premier lieu, on voulait aussi rappeler qu'il y avait le côté humain et social à mettre en avant. Sur les enjeux financiers, on les a déjà vus. Donc, du coup, on a vu les coûts directs. Bon, sur les coûts indirects, je citerai la démotivation des équipes, les amendes éventuelles, les pénalités de retard, l'image de marque. Enfin, il y a X choses, ça coûte extrêmement cher, le coût indirect des accidents de travail. Sur les enjeux juridiques, il y a des articles du Code de la sécurité, du Code du travail, pardon, excusez-moi, tellement l'habitude, qui précisent que le salarié est aussi responsable de sa propre sécurité, c'est important, et qu'il doit respecter les règles de sécurité. Il y a également un autre Il article incombe du à Code du chaque travail. salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité au travail, tel que le dit Exactement, c'est un article qui est assez le Code du méconnu, mais travail. pour autant est très impactant. Et puis, il y a d'autres articles sur le pouvoir disciplinaire, et il y a d'autres articles sur le fait que l'employeur doit protéger ses salariés, quoi qu'il arrive. Et ces articles font que l'employeur a ce que l'on appelle une obligation de sécurité de résultat et non pas une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit tout faire pour empêcher un accident, mais il doit y parvenir surtout. Et s'il n'y parvient pas, sa responsabilité peut être engagée. Je tiens à préciser juste que le reste de la présentation va être fait sous un angle des accidents dits graves, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un accident du travail qui est déclaré que l'ensemble de la chaîne de la responsabilité va être, et des tribunaux, etc., vont être déclenchés. On va se concentrer là sur les cas les plus graves. Alors, deux types d'enjeux juridiques qui vont concerner l'employeur. On va le voir sur le slide suivant. C'est les responsabilités civiles, tout ce qui Alors, va concerner la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Le temps avançant, je vous presse un petit peu, Florence, mais pour pas être de tout à fait problème. clair. Et pas de problème sur les responsabilités civiles et pénales, donc sont les conséquences judiciaires d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'ailleurs. Souvent, les gens confondent un petit peu les deux et on dit d'ailleurs responsabilité civile et pénale, alors que ce sont deux notions complètement différentes. La responsabilité civile, on le voit, lisez la dernière ligne, l'objectif est l'indemnisation d'une victime et l'indemnisation du salarié, alors qu'en responsabilité pénale, l'objectif est de sanctionner un coupable, donc sanctionner une entreprise, par exemple. La responsabilité civile, c'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. La notion de faute grave n'existe pas pour l'employeur, ça s'appelle une faute inexcusable. Et c'est le salarié qui attaque son employeur, alors non pas au prud'homme, c'est un cas un peu spécifique, mais auprès du tribunal judiciaire, le TAS pour ceux qui ont connu avant, mais qui a changé de nom suite aux réformes judiciaires. Et donc, le salarié va attaquer son employeur auprès du tribunal judiciaire et il attaque son employeur personne morale pour avoir des indemnisations. La responsabilité pénale, c'est le parquet c'est le ministère public qui va attaquer un coupable et il peut attaquer soit une personne morale, soit les personnes physiques qui la composent et qui, par leur comportement, ont concouru à la survenance du dommage. Ainsi, le tribunal, soit pour une contravention, ça sera un tribunal de police, et si ça devient un délit, ça sera un tribunal correctionnel. Mais la particularité du pénal, c'est que ça peut être aussi invoqué en cas de mise en danger d'autrui. Alors, c'est quoi la mise en danger, la notion? La différence, c'est, prenons un exemple d'un salarié qui va chuter d'un toit, d'accord? Alors, d'abord, avant qu'il chute, il travaille sur un toit. Si vous avez un salarié qui travaille sur un toit et qui chute, la responsabilité civile de l'employeur peut être engagée, la responsabilité pénale également. Mais si le salarié ne chute pas, mais qu'il est dans une situation de danger parce qu'il n'y a ni protection individuelle, ni protection collective, pas de harnais, pas de ligne de vie, pas de garde-corps, rien, eh ben,
même Cela si sous-entend que l'employeur n'a pas pris les il a dispositions mis en nécessaires. danger son salarié et du coup, sa responsabilité peut être engagée alors même qu'il n'a pas eu d'accident. En responsabilité civile, il faut qu'il y ait eu un accident pour qu'elle soit engagée. Voilà les deux principales notions et on va rentrer dans le détail de Dans chacune le détail, rapidement sur la responsabilité pénale avant toute chose, la responsabilité pénale et ses incidences. Oui, En alors, matière de santé, de sécurité, de conditions de travail, elle met en œuvre deux codes, le code du travail et le code pénal. Hein, vous l'avez déjà plus ou moins évoqué. Et on voit qu'en fonction, effectivement, de la gradation, les conséquences peuvent être très importantes. Et on le précise, pour les personnes morales, les amendes sont équivalentes au quintuple de celles des personnes physiques. Juste pour qu'on se rende compte. oui, là encore, on le voit, la sanction est indexée sur la gravité des conséquences et non pas sur la gravité de la faute. Donc toujours ce même principe-là. Voilà, donc il est important pour la responsabilité pénale. Le juge, vous l'avez dit, code du travail, code pénal, il va regarder si les actions techniques de prévention ont été mises en place, si les actions d'organisation du travail ont été mises en place, c'est-à-dire des délégations de pouvoir, du pouvoir disciplinaire. La délégation de pouvoir étant de fait, toute personne dans la hiérarchie d'une entreprise bénéficie d'une délégation de pouvoir, qu'elle soit écrite ou pas. Hein, c'est très rare que les écrits soient obligatoires, à part un peu dans le BTP, etc. Mais de fait, parce que certains chefs d'atelier, par exemple, me disent souvent, moi, j'ai refusé de la signer. C'est pas grave, hein, si elle est valable, c'est-à-dire si elle a l'autorité, les compétences et les moyens, le juge la retiendra, puisque à partir du moment où on est dans la hiérarchie, on fait partie des dirigeants de l'entreprise. Voilà. Enfin, c'est pas au sens légal du terme, mais vous l'aurez compris. Mais pour Donc voilà, limiter la c'est très important. responsabilité pénale, on l'aura compris, il faut mettre en place toute une série d'actions. On va y revenir juste après. On va y revenir. Jérémy Jougla l'évoquait tout à l'heure également dans La son culture de témoignage. sécurité, l'exemplarité de la direction, la formation des salariés. Il n'existe pas de statistiques nationales là-dessus, mais par expérience, on peut voir qu'à peu près 80% des condamnations, que ce soit dans le civil, aussi sur la faute inexcusable, sont sur une absence de formation des salariés. On va y revenir, mais c'est vraiment extrêmement important. Le B.A.B.A., l'organisation, la technique prévention et l'humain à s'occuper justement, donc notamment des formations. On a vu la responsabilité pénale, on se penche sur la responsabilité civile et cet aspect que vous évoquiez tout à l'heure, la faute inexcusable de l'employeur. En fait, le non-respect de cette obligation constitue, en cas d'accident du travail, une faute inexcusable dans la mesure où l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par son salarié ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés. Exactement, il y a un salarié à 2 ans après sa consolidation pour invoquer la faute inexcusable et on le voit effectivement, il a la charge de la preuve, sauf dans 2 cas. Lorsque vous avez une situation de danger qui a déjà été signalée et que l'employeur n'a rien fait. Et l'autre cas, c'est lorsque vous embauchez un CDD ou un intérimaire et qu'il est affecté à un poste à risque et qu'il ne bénéficie pas de la formation dite renforcée à la sécurité délivrée par l'entreprise utilisatrice. Alors il y a présomption de faute inexcusable. Et du coup, là, pour ne pas la faire reconnaître, bon courage, mais c'est plus compliqué puisque la présomption entraîne un renversement de la charge de la preuve et c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident, ce qui n'est pas facile à faire. Et j'y pense parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, il y avait marqué assurance pour l'interrogation, je n'ai pas répondu à cette question. Pour la responsabilité civile, oui, il y a une assurance et une responsabilité civile, l'assurance est obligatoire. Donc, vérifiez vos contrats d'assurance pour vérifier qu'ils couvrent le risque faute inexcusable et du coup, déclarez à votre assurance. En revanche, sur le pénal, il n'y a pas d'assurance possible. En France, c'est illégal, c'est interdit. On ne s'assure pas pour ne pas aller en prison, ne pas payer d'amende à l'État. Voilà. On a vu ce volet des responsabilités, on passe au point suivant, la responsabilité civile. Alors pour le salarié, elle peut amener une majoration de sa rente si elle est reconnue. La faute inexcusable de l'employeur, excusez-moi, on manque un peu de clarté. Vous venez de l'évoquer. S'il y avait d'autres préjudices exacts, il peut y avoir des incidences
voilà, et en tout cas un accompagnement plus fort du salarié. Et pour l'employeur, on l'a vu, hein, effectivement, ça peut être, Florence, un calcul de la majoration de la rente par la CPAM, des demandes de préjudice par la CPAM, et effectivement, pour lui, il vaut mieux avoir une assurance responsabilité civile pour pouvoir accompagner ce risque-là. Ouais. Oui, en gros, si on résume, le salarié peut voir sa rente d'IPP majorée et l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'il peut avoir, l'aménagement de sa maison ou de sa voiture s'il a un fauteuil roulant par exemple, mais aussi ses préjudices sexuels, etc. Et en fait, l'employeur va être condamné à rembourser l'ensemble des condamnations judiciaires. La petite particularité, c'est que l'employeur les rembourse à la caisse primaire parce que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui est également partie au procès qui avance les frais aux salariés. Voilà, c'est pas l'employeur qui paye directement le salarié. Et on le comprend mieux quand on voit le schéma un petit peu complexe et initial que l'on vous présentait tout à l'heure concernant le millefeuille administratif. L'exonération de responsabilité civile, on l'a déjà dit, on le répète, c'est important. Elle intervient à partir du moment où on a instauré une politique de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, que l'on a mis en place une organisation et des moyens adaptés, vous l'aviez évoqué, et qu'on a informé et formé ces salariés. Pourquoi on va le voir sur le slide suivant pour aller un petit peu plus vite, puisque en fait, ça se complète. Les 9 principes généraux de prévention qui sont édictés par le Code du travail, on le voit, ils sont inversement proportionnels à la logique judiciaire, la logique de prévention. Vous allez l'expliquer très bien avec vos mots. Si jamais il y a un souci, un juge, lui, va commencer par effectivement ce qui aurait dû être fait en dernier pour voir si la logique de prévention a été respectée. C'est ça, Florence? Alors, effectivement, ce sont les commandements techniques de la prévention et le Code du travail précise qu'on doit aller du 1 au 9. Et du coup, lorsqu'il y a un accident, le juge va commencer par poser la question numéro 9. Est-ce que vous avez formé vos salariés? Si la réponse à la question est oui, à ce moment-là, le juge va commencer à venir regarder, par exemple, si c'est un accident sur une machine, la conformité de la machine. En revanche, si la réponse à la question est non, le juge considérera que vous n'avez pas de culture sécurité, que vous n'êtes pas allé au bout de votre démarche prévention, et du coup, ça s'arrête souvent à ce moment-là. Alors, c'est un petit peu caricatural mon propos, mais on n'est pas très loin de la vérité, et du coup, les employeurs ne comprennent pas en disant, je comprends pas, il n'est même pas allé vérifier l'ensemble. Ben oui, mais parce que déjà, on va considérer, alors on l'a mis un petit peu comme ça, mais on va considérer que vous avez mis votre salarié sur un travail à réaliser alors que vous n'avez pas vérifié s'il avait, entre guillemets, le permis pour réaliser ce même travail-là. Et du coup, vous serez considéré comme fautif. Donc, il faut bien aller jusqu'au bout des démarches. En même temps, oui, cette image, elle est très parlante. Hein. Voilà, mais cette image est très parlante, mais en même temps, vous ne serez pas condamné systématiquement. On ne veut pas non plus vous faire peur, pas de morale mal placée. C'est-à-dire qu'encore une Non, fois, c'est on de est comprendre une logique de base. Voilà, concernant. et le risque Voilà. zéro n'existe pas, tout le monde le sait, les juges le savent, même si la justice, c'est pas une vertu, c'est une administration. Néanmoins, on le sait quand même, et on vous demande pas, à vous, employeurs, d'être des super-héros. On vous demande d'être des gens raisonnables et d'être ce que l'on appelait avant de raisonner en bon père de famille. C'est-à-dire que vous n'enverriez pas votre propre fils travailler, n'envoyez pas vos salariés, donc ne soyez pas des super-héros. Soyez des bons pères de famille, c'est un petit peu ça, soyez raisonnables, faites de la prévention au mieux que vous pouvez et le risque zéro n'existe pas, mais c'est pas pour ça que vous allez partir en prison tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ce webinaire traite des accidents du travail, des coûts, des responsabilités et de la prévention, c'est ce que nous abordons, y compris dans les cas les plus complexes. Le cas du salarié intérimaire qu'on a vu en filigrane aussi tout au long de ce webinaire, il est identique aux autres. Le salarié intérimaire dispose des mêmes droits que ceux qui sont en CDD et CDI. C'est important de le rappeler. Ce n'est pas parce qu'il y a une entreprise utilisatrice qui le reçoit qu'elle ne doit pas avoir les mêmes obligations vis-à-vis de lui que de n'importe quel autre salarié. Et l'accompagnement sur mesure du partenaire carrière intérim peut compter. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers votre expert en stade. Voilà, il n'y a aucune différence parce que vous l'avez vu, en cas de condamnation, l'entreprise qui est responsable de l'accident va in fine payer
Donc, l'entreprise utilisatrice sera totalement solidaire et voire même va payer seule, mais sera au moins solidaire de l'entreprise de travail temporaire. Les juges n'en décideront pas autrement, sauf exception, mais on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails. Donc, voilà. On va compléter justement ce volet prévention avec un témoignage de Laetitia Bullinge, chargée de formation et prévention pour le groupe Randstad France. Bonjour Laetitia, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Laetitia Bullinge, je suis chargée de prévention et de formation intérimaire pour le groupe Randstad. En matière d'accompagnement, que fait-on au sein du groupe Randstad France? Chez Randstad, nous avons plusieurs outils prévention à disposition, notamment l'étude de poste, qui est une étape incontournable à la prise de commande. L'objectif est d'identifier le poste, l'environnement de travail, mais aussi le profil de candidat attendu. Nos intérimaires suivent également des sensibilisations sécurité par secteur d'activité avant délégation. Et on va retrouver dans les secteurs d'activité l'industrie, le bâtiment, la logistique ou bien d'autres. Donc, par exemple, pour une entreprise structurée sur le sujet qui dispose déjà d'une politique de prévention et d'une personne ressource, leurs besoins porteront davantage sur un suivi régulier de leur accidentologie, mais également des actions décidées ensemble ou encore par la mise en place d'actions spécifiques comme par exemple l'animation d'un atelier pour une journée sécurité. En revanche, pour des entreprises plus novices, les attentes porteront davantage sur l'accueil et l'intégration au poste. Et pour ce faire, nous avons un modèle de fiche d'accueil qui pourra être adapté à leur organisation. Peux-tu nous partager un retour d'expérience? J'ai une action qui m'a particulièrement marquée parce qu'elle a concerné l'ensemble des salariés d'une entreprise. Il s'agit d'une société spécialisée dans le secteur médical qui emploie une 50aine de permanents et une dizaine d'intérimaires. Et la direction nous a contactés car elle souhaitait sensibiliser l'ensemble de son personnel sur les comportements à risque. Avec l'agence et clients, nous avons donc construit une causerie sécurité qui a ensuite été animée auprès de tous les salariés. Cette action était une belle réussite pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle a répondu aux attentes de notre client. Et deuxièmement, parce qu'on a pu constater au cours de ces causeries qu'il y avait eu une vraie prise de conscience chez certains salariés. Merci Laetitia. Et merci à Laetitia Bullinge pour ce témoignage. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez compris, l'importance, c'est d'anticiper, de développer des plans d'action, de prévention, de dialoguer et de se tourner vers son partenaire carrière en allant sur le site, par exemple, de Randstad France. On arrive au terme de ce troisième épisode des experts Randstad. Accident du travail, coûts, responsabilité, prévention, quels sont les enjeux? On les a balayés, c'est allé assez vite. Vous voyez que c'est éminemment complexe. Donc, on espère avoir répondu à vos attentes et vos questions sur le sujet, mais n'hésitez pas, prenez contact avec votre représentant Randstad le plus proche, votre expert carrière pour aborder ces points en toute sérénité. Florence Ducom, je rappelle que vous êtes la responsable du département gestion des risques professionnels au sein de Randstad. Merci de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci à tout le monde et n'oubliez pas, pour éviter les accidents graves, il faut mettre l'accent aigu sur la prévention. Voilà, et quant à nous, on se retrouve très vite. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi 30 novembre 2021, de 11h à midi. Vous connaissez, c'est l'horaire classique. Et on parlera du baromètre RH des collectivités locales avec votre partenaire carrière Randstad. À bientôt.